Bonjour, je suis Guillaume, bienvenue sur ma chaîne La Chambre Noire de Goupil pour une nouvelle vidéo où on reparle du Canon EOS R3. Il a été annoncé, on sait toutes les spécifications de l'appareil photo et donc là je suis sur la page Canon de l'overview du Canon EOS R3 et j'irai voir les spécifications après pour un peu comment dire, décrypter les choses. Ce n'est pas une review, donc passez votre chemin si vous voulez une review. Moi je vais plutôt essayer de parler de ce que le Canon EOS R3 aura et aura pas, peut-être dans des choses que d'autres personnes ne parleraient pas. Et donc si ça vous intéresse, eh ben, restez sur la vidéo, on fera une petite comparaison vis-à-vis du 1, même si Canon a bien dit que le R3 était là pour concurrencer plus le A9 II que le R1, que le A1, et que bah, peut-être qu'il y aura un R1 un jour, voilà, on ne sait pas encore. Et ils disent que c'est un appareil photo qui est moins bon que le 1DX Mark III, alors qu'il y a plein de choses où il est meilleur. Enfin voilà, c'est un peu étrange de ce côté-là. Et donc on va parler de cet appareil photo. Moi, ce que je pense déjà avant d'en parler, c'est que c'est un très bon appareil photo qui va certes diviser les gens, même de chez Canon, puisqu'il y a un A1 en face, c'est un peu normal. Mais pour moi, de la même manière que Sony a sorti son A7S III, Canon fait la même démarche en proposant une offre très solide qui va avoir, comment dire ça, bonne réputation dans tout ce qu'il fait au final. Il fera des bonnes photos, il fera de la bonne vidéo et il n'aura pas tous les compromis qu'ont le R5 et le R6 en vidéo et c'est ça qui fera plaisir. Et donc on va rentrer tout de suite dans la vidéo. Si vous voulez savoir avec quoi je filme avant de rentrer, je suis sur la thème mini. Donc je suis en 1080p. Sans log, donc si l'image quelque part vous plaît pas, c'est parce qu'elle est faite super rapidement en S-Cineton sur le A7S III et ce sera l'occasion aussi de parler des nouveaux accessoires que va avoir le R3 et qui le rapprochera de la facilité d'utilisation d'un Sony par exemple pour les micros. Vous voyez où je suis en train d'en venir avec ça. Donc on arrive sur la page du Canon EOS R3. Hop, je suis en anglais. Désolé, donc comme je vais en discuter avec vous, vous n'aurez pas forcément besoin de voir, c'est juste pour un peu agrémenter la vidéo. Donc on a un capteur empilé, donc stacked sensor. Et ce que ça va faire, c'est qu'on peut avoir une rafale à 30 images par seconde en électronique. En mécanique, ce sera 12 images par seconde, donc c'est le même obturateur au final qu'un R5. Et ce que ça dit, c'est que pour Canon comme pour Sony, le futur est dans les appareils photo sans obturateur mécanique. Et donc, on n'est pas encore sur du global shutter, mais on devrait avoir quelque chose qui se rapproche au moins de la lecture du A9 II, hein, parce que Canon a dit à certains photographes qui ont l'appareil photo avec eux qu'ils sont conscients que le capteur qu'ils ont créé, le premier stacked plein format, oui, n'est pas aussi rapide au final que le capteur du A1, et donc c'est tout à leur honneur de le dire, et donc voilà. Enfin, faut pas leur en vouloir pour ça, ils l'ont expliqué. Donc on a les 30 images par seconde, on a un ISO maxi de 102 400 comme sur le Canon EOS R6 et en vidéo on aura 25 600 ISO max, donc c'est un peu dommage parce que on ne touche pas le territoire du A7S III qui va beaucoup plus loin en comment dire ça, en vidéo. Je crois même qu'il peut atteindre la même limite qu'en photo, je suis pas sûr, je vais pas m'avancer là-dessus. Donc on a le 24 millions de pixels, pardon, parce que je l'ai sur la ligne d'en dessous, les 8 stops de stabilisation qui sont vraiment très très bons en photo, qui sont bons en vidéo. Il y a un peu de wobbling, mais on ne peut pas parler de 8 stops en vidéo, c'est pour ça que je parle de la photo. On a le Eye Control AF qui marchera cette fois, contrairement à nos petits argentiques comme le EOS 3 qui avait un eye control qui ne marchait qu'avec certaines personnes. Donc du coup, là, il est programmable pour s'adapter à chaque personne et aussi à chaque condition de luminosité. Et ça vous demandera d'enregistrer des paramètres avec plusieurs menus qui sont, comment dire ça, peuvent être utilisés. En fait, en gros, on peut utiliser l'eye control avec plusieurs personnes et dans plusieurs situations et enregistrer ces réglages pour convenir à chaque situation. On a le subject tracking comme sur les autres Canon EOS R5 et R6 avec une petite nouveauté dont on parlera tout à l'heure. On a un variangle screen, pardon, et donc ça va en gêner certains parce que l'écran orientable sur un appareil photo professionnel. Oh, mon dieu, c'est peut-être un peu pour ça que Canon a dit c'est pas forcément un appareil photo professionnel parce qu'à mon avis ils essayent de forcer les pros à s'adapter à des choses où ils reviendront pas en arrière. Je pense que l'écran orientable, c'est acquis qu'on l'aurait maintenant dans tous les appareils photo, et ils vont plus se poser la question, même sur un R1, de mettre un écran orientable ou non.
Bon, maintenant c'est assez solide et si vous faites des photos et que vous voulez, pas de problème, vous, comment dire, mettez l'écran à la, comment dire, par tourner et ça ira très bien à l'arrière de l'appareil photo. En viseur électronique, petite déception pour moi, même si c'est un très très bon viseur, c'est le même viseur que le EOS R5, donc on verra pourquoi dans la partie spécification. On a le Wi-Fi, le Bluetooth, on a la Sicaro, une nouveauté bienvenue, je ne pensais pas qu'il la mettrait. C'est du coup le premier appareil photo Canon à avoir de la 6K, donc il faut utiliser l'euro. Et on a les 60 fps disponibles en 6K, donc l'appareil photo est beaucoup plus adapté à faire la vidéo pendant longtemps. Et donc c'est ça surtout l'intérêt que va avoir le Canon EOS R3, c'est que ce sera une plateforme stable qui dépassera les 30 minutes. Ils indiquent jusqu'à 6 heures d'enregistrement. Alors c'est un résultat un peu étrange, mais ça indique plus ou moins que c'est infini. Parce que, enfin voilà, qui enregistre 6 heures, voilà. Mais ils indiquent 6 heures, je ne sais pas pourquoi. Et on a la 4K à 120 images par seconde. Voilà. Donc on verra plus loin dans les spécifications ce qui est précis. Voilà, on a des petites choses comme ça. Et on va voir cette petite chose dont je voulais parler et qui est très intéressant. On a maintenant notre nouvelle griffe multi-usage. Je ne sais pas si on dit comme ça, mais le même genre de griffe qu'on va avoir finalement sur Sony, tu vois, avec ce petit contact en plus. Donc c'est aussi maintenant utilisable avec une nouvelle génération de flash, mais ne vous inquiétez pas, il y a un accessoire qui permet, un accessoire d'ailleurs tropicalisé, qui permet d'utiliser les anciens flash qu'on va voir un petit peu en dessous. Et l'avantage de ça, c'est qu'on va pouvoir mettre un nouveau micro et des nouvelles choses au final, donc avoir un signal digital, avoir un nouvel accessoire Tascam, dont j'espère, après c'est pas obligé, qu'il puisse enregistrer en interne, ça lui donnera un avantage par rapport au XLR K3M, et c'est un accessoire qui devrait être, comment dire, avec plusieurs griffes disponibles, donc utilisables sur Canon R, voilà, enfin, les nouvelles générations, et sur les Z et les Fujifilm. Et donc c'est un petit accessoire assez gros qui a été leaké dans comment dire ça, dans Canon Rumors, et donc ça met 2 XLR comme sur le XLR 4M de chez Sony. Donc ils disent qu'on peut utiliser Electronic Shutter avec le flash, oui, à 1/180e de seconde. Donc voilà, c'est quelque chose d'intéressant. Après maintenant on peut synchroniser à la vitesse qu'on veut certains modules de flash. Donc est-ce que c'est intéressant? Oui, certainement pour certaines personnes. Donc on a une comparaison ici, je vais aller plus loin et je voulais aller, voilà. Donc on a ce qu'il y a dans la boîte, on a le R3, le High Cup standard, puisqu'on en a un autre qui va être intéressant. On a le iShoe Cover que je déconseille à tout le monde d'enlever. Si vous voulez utiliser cet appareil photo là dans des conditions extrêmes, si vous l'enlevez, l'appareil photo aura des problèmes de communication. Parce que la griffe multi-usage, les petits ports, là, enfin les petites choses dorées que vous avez vues, elles n'aiment pas être contactées entre elles, elles vont croire qu'il y a un accessoire alors qu'il n'y en a pas, donc laissez le petit truc en caoutchouc au-dessus. Ce serait bien d'ailleurs qu'ils en fassent un pour le R5 et R6, même si bon voilà, la griffe flash n'a pas ce problème-là. Et l'eau peut sortir si vous la soufflez de la griffe. Et là on a les accessoires, donc on a le nouveau micro pour la multifunction shoe, donc notre nouvelle griffe flash. On a notre adaptateur, on a un transmetteur, radio, et on a un eye cup ou un œilleton couvrant, donc ça c'est très très bien pour pouvoir, isoler l'œil de la lumière. On n'en a pas sur le R5 et le R6 et c'est quand même assez dommage. Pardon. C'est quoi 3 ? Allez, voilà. Et on a un adaptateur pour smartphone, donc on aura certainement des fonctions. Je ne sais pas si on aura des fonctions spécifiques avec le smartphone ou c'est juste pour pouvoir le connecter si vous voulez, je sais pas, mettre vos photos sur Instagram ou des choses dans le genre. Même si moi je les prends direct de l'ordi, parce que moi je peux les retoucher comme je veux. Et donc maintenant on va aller dans les spécifications plus précises. Alors j'ai un petit problème à manipuler l'ordinateur, parce que j'ai mon Atem Mini en face de moi.
ce qui me dérange un peu ce qui me permet de passer de, comment dire ça, l'écran de l'ordi à l'appareil photo sans avoir à faire de montage. Donc c'est pour ça qu'il y a peut-être un peu moins de qualité que sur mes autres vidéos. C'est que je ne suis pas en log, hein, tout simplement parce que il faudrait soit que je mette tout en log, donc que mon affichage écran soit dégueulasse, soit que je coupe toutes mes images, ce que je ne ferai pas. Donc voilà, on va revenir dans les spécifications. Donc voilà, là c'est le capteur, donc vous savez déjà que c'est un 24 millions de pixels en 3,5 plein format, avec le système de nettoyage qui est bien meilleur que celui de Sony, il faut dire ce qui est. Et on a le Digitix. Ce qui est assez marrant, c'est que du coup, ça indique que Digitix a encore de la vie devant lui et qu'on n'est pas à l'abri de nouveaux firmware sur le R5 et le R6. Intéressant. Bon, avec les spécifications vidéo du R3, je comprends pourquoi le R6 est comme ça. C'est un peu dommage, mais je pense que le R3 a été designé en même temps que le R5 et le R6, et le R3 a des capacités vidéo beaucoup plus évoluées que le R6, et s'il avait eu des capacités beaucoup plus proches, on serait posé beaucoup plus de questions sur l'intérêt d'un R3, et ce qui me fait poser la question quand même, l'intérêt de dire que le 1DX est meilleur que le R3, ce qui n'est pas le cas, meilleur capteur, bien meilleur capteur, alors que le 1DX Mark III pour moi il se compare plus au R6, même si le R6 n'a pas l'euro. Donc ce qui est assez étonnant, enfin, on est toujours sur le même dual pixel avec le même genre de logiciel. Donc Dual Pixel Mark II. Pourquoi je dis même genre de logiciel? Parce que, si vous le savez, hein, c'est du Dual Pixel, donc en théorie on peut faire des collimateurs comme on veut, mais là ils sont restés sur la matrice de 1053 points, alors qu'on aurait pu en faire genre 10 000 ou je sais pas combien. Après, on n'a pas forcément besoin de points sur un Dual Pixel, mais voilà, c'est la même, c'est la même UI pour autofocus, donc voilà. Pour que vous le sachiez. Après, on a plein de petites options, je ne vais pas rentrer là-dedans. Encore voilà, plein de choses dans le genre. On a un 8 millième de seconde, donc pas un 16 millième de seconde. Ça, au final, c'est 15 stops au final de vitesse en plus. C'est pas très élevé. Les Fuji GFX, si vous voulez le savoir, ont leur obturateur à un 16 millième, mais la plupart des autres appareils photo n'ont plus ce type d'obturateur qui va aussi haut comme le faisait avant. À mon avis, ça permet à l'obturateur d'être beaucoup plus résistant aussi, parce que si c'est le même que l'obturateur du R5, on a 500 000 actualisations assurées, et comme souvent il sera utilisé en électronique, on aura plus de problème. Donc on a le viseur, et c'est le même que le R5, pour une raison, c'est que l'optique à l'intérieur est la même. On a la même dalle qui est Canon a pris chez Sony, il n'y a pas de surprise, hein, c'est la même dalle que sur le A7R4. On a 100% de l'image, bien évidemment, puisque on arrive directement à c'est une vue directement, tout simplement, de ce que voit le capteur. Et on a un grossissement de 0,76 avec 0,23, enfin 23 mm, oui, 23 mm, je vais y arriver, de high relief. Comment c'était déjà en français? Donc en fait, c'est en gros, vous placez votre treuil à 2 cm du viseur, vous voyez quand même encore correctement, c'est à discuter, mais voilà, en théorie c'est bien pour les porteurs de lunettes, et donc c'est exactement les mêmes spécifications, peut-être que l'eye relief, l'eye point comme il l'indique, est un peu plus faible que sur le R5, parce que l'œilleton est placé plus loin en fait au final de l'optique. Bon, après c'est des détails, mais voilà, c'est la même chose, on aura juste en plus l'eye control dedans. Et on aura les 120 images par seconde disponibles. Le LCD est intéressant parce qu'il a 4 millions de 15 de points, donc c'est vraiment plutôt pas mal. Si je vais vite, hein, c'est parce que la vidéo que j'ai faite la dernière fois a duré 37 minutes, puisque c'est la deuxième fois que je refais ça. Mais les choses intéressantes, en photo, je vais vite, parce que c'est l'habituel. On a du RAW 14 bits, on a la possibilité d'aller en Adobe RGB, on a le même genre d'image processing. Est-ce qu'on a... Voilà, on a la taille des photos ici, donc RAW 14 bits. On a des AIF en 10 bits.
On a la possibilité d'avoir notre taille large, donc nominale, donc 6000 par 4000. Après, ce qui est dommage, c'est qu'on passe directement en dessous, donc ça doit être 11,6 millions de pixels, donc c'est un truc assez usuel hein, chez Canon qui font, le R6 peut faire exactement la même chose, parce que en 4240, ce serait 12 millions de pixels, donc c'est ce que fait par exemple le Sony A7S III, donc il aurait pu faire un truc comme un genre de 16 millions de pixels ou chose dans le genre, donc c'est un peu dommage de ce côté-là. Et donc on a nos ratios en 4 tiers, 16 neuvième et 1,1. Et on a aussi le crop 1,6. Et on va passer en vidéo, parce que c'est ça qui est important, et je vais passer un petit peu de temps dessus. La photo est très bien, mais il n'y a pas grand chose à dire en photo, on maîtrise ça depuis très longtemps. On n'a pas de RAW 16 bits, donc on n'a pas besoin de parler de ça, il n'y a pas de TIFF, donc il n'y a pas ça indiqué non plus. Et donc on a de la vidéo en MP4, en 4K DCI UHD, donc on est du niveau du R5 de ce côté-là, à savoir que si vous ne le savez pas, le R6 ne peut pas faire de DCI. Alors comme vous le voyez, vous regardez un petit peu les formes en dessous, le DCI c'est 4096 par 2160. Alors que le UHD c'est 3840 par 2160. Donc pourquoi c'est un problème? C'est un problème sur le R6, c'est parce que vous êtes obligé de faire de la DCI, donc du 17 neuvième, à partir du 16 neuvième. Donc vous perdez de l'information en ayant déjà moins à la base, alors que là, vous avez plus de pixels, et donc ça devrait être une meilleure 4K, qui sera bien évidemment, comment dire, tirée de la 6K, donc c'est quand même assez intéressant. Comme vous le voyez, la 6K n'est disponible qu'en RAW, donc voilà, ça fera un paquet de données à transférer, mais si vous voulez la meilleure qualité possible, ce sera disponible. Comme vous le voyez, on a de l'intra et interframe, donc on aura de l'IPB et de l'OLAI. Ce qui est un peu marrant, c'est qu'il n'indique pas expressément ici, mais dans le bitrate, on va voir que du coup on a ces deux formats. Donc le 6K est en 12 bits et le 4K sera disponible avec, donc si vous ne savez pas ce que c'est la façon de comment calculer les couleurs dans ce format-là, en 4.2.0. Donc il y a des couleurs qui seront moins mises en valeur, voilà, on ne va pas rentrer dans les détails, mais en 8 bits, et on a la même chose en 4.2.2 10 bits. Donc à savoir que le 4.2.2 10 bits n'est disponible qu'en C-Log 3 ici, du coup, chez Canon. Donc C-Log 3 c'est très bien, on va avoir le BT 709, le BT 2020 et le Cinema Gamut. Moi je conseille toujours de prendre le Cinema Gamut et de ne pas, si vous voulez retoucher les couleurs, utiliser le BT 709 dans le log, parce que ça va vous apporter les mêmes couleurs que vous auriez pratiquement en 8 bits. Donc ça fera une retouche bien moins efficace que lorsque vous êtes en Cinema Gamut, et à savoir que le Cinema Gamut comprend beaucoup plus de couleurs que n'importe lequel des formats qui existent, mais peut-être que le C-Log 3 est quand même limité par nature, et donc vous n'en profiterez pas, mais ce sera quand même meilleur au final que le BT 709. Donc on a un maximum de 6 heures d'enregistrement, ce qui est quand même pas mal, ce qui équivaut à enregistrement sans limite. Sauf qu'ils excluent le fait d'utiliser le high frame rate, donc ils n'indiquent pas forcément le temps d'enregistrement de ces modes-là. D'ailleurs, on a ça ici, donc si vous regardez, en 100 images par seconde ou en 120, on est obligé d'être en ralenti direct. On ne peut pas faire du 120 images par seconde en, comme par exemple sur le A7S III, on peut filmer normalement, je pourrais me filmer ici en 120 images par seconde sans problème, et c'est pas le cas avec cet appareil photo là, il faut être en high frame rate. Voilà. Ce qui est indiqué ici. Et donc c'est enregistré à 1/4 de la vitesse. Ce qui me semble un peu étrange pour le 100 fps, je crois que ça prend pour base le 100 fps, parce que le 120, je pense que ce sera enregistré à 1/5 de la vitesse. C'est un des trucs dommages chez nous avec le PAL, c'est qu'on ne peut pas avoir du ralenti x5, parce que en fait le ralenti x5 c'est 120 divisé par 24, alors qu'on n'a pas de 24 images par seconde. Il nous faudrait 150 fps, ou ouais c'est ça, 150 fps, 125. Je crois que c'est 125. Oui, c'est 125, pardon, sinon ce serait x6. Enfin bref. On peut prendre des photos, et donc c'est lorsqu'on active l'HDR PQ. Donc on peut avoir en DCI 8,8 et 8,3 en JPEG. Pourquoi? Parce que c'est
la taille des nominales des fichiers 8K. 8K, c'est autour de 8 millions de pixels, suivant la qualité que vous voulez avoir. Et donc là, c'est 8,3 en UHD. Donc là, on a le bitrate et les mégabits par seconde. Et donc, comme ils ont fait leur truc très très bizarrement, eh ben, il faut bien s'accrocher pour voir. Il n'y a pas de mise en noir, en gras ou quoi que ce soit, donc c'est très très difficile à lire. Enfin, c'est mon côté graphiste qui revient. Donc au début, on a CRM. Donc d'ailleurs, le RAW est tout le temps apparemment en 6K. Il n'y a pas de RAW 4K, donc on est tout le temps à la max. Et donc on a des débits qui sont très très élevés. Donc je peux déjà vous dire là que l'enregistrement 6K, c'est sur la carte CF Express type B, parce qu'on ne peut pas soutenir ça sur une carte SD. Impossible d'avoir 2600 mégabits par seconde. Voilà. 720, peut-être, mais je suis pas sûr que l'appareil photo l'autorise. Donc voilà, tout cela, c'est ce qui montre que le R3 a des très bons débits et ça affronte à l'aise un A7S3 en termes de qualité visuelle d'image. Même si il y a des choses plus pratiques sur l'A7S3. Après, pour la plupart des productions, est-ce que les 2600 mégabits par seconde se verront? Je suis pas certain. Voilà. Mais si ça marche sans surchauffe, c'est quand même un exploit. Et c'est très très bien du coup. Il semble que ce soit en interne. Par contre, ouais, on verra ça plus tard. Donc après, on a du MOV MP4 H264, donc Canon Log Off. Donc c'est tout ce qu'on voit ici, là, de ça à de ça. Et donc on est dans de l'habituel chez Canon, à savoir que en 120 images par seconde, on a 1880 mégabits par seconde donc là c'est en MOV. Voilà, tout simplement. Donc Olay. D'ailleurs, c'est marrant. Ce qui est marrant, c'est que ils mettent. Enfin, c'est incompréhensible leur truc des fois. Lorsque vous arrivez à 120 images par seconde, ils disent pas en quoi, mais c'est en Olay, parce que c'est trop élevé. Sinon, on a 940 et comme vous le voyez, c'est 2 fois. En gros, Canon fait ça. Il multiplie par 2 à chaque FPS, donc ce qui semble logique. Donc après. Lorsqu'on passe en IPB, on est beaucoup plus petit, et lorsqu'on revient en Olay, on a la moitié de 940, on a 470 mégabits par seconde. Ce qui est assez marrant, c'est que je ne sais pas s'ils aiment vraiment les chiffres, qui se ressemblent, parce que lorsqu'on passe en, en C-Log 3, et ben par exemple 60 images par seconde en merde, en IPB, il est où l'IPB? En IPB, 60 images par seconde, c'est 300... Attends. Mais non, mais qu'est-ce que je dis? C'est bête. Enfin bon, bref. Là, on a 470 en Olay, et là, on avait 470. Mais... Voilà. Enfin, bref. Je me comprends, pardon. Là, ça a dû faire plein de bruit dans le micro. Et donc voilà, on a quand même des mégabits par seconde qui sont assez élevés, voire genre en DCI 1000 mégabits par seconde. Donc évidemment, comme je vous l'ai déjà dit, en Olay, ça tirera souvent vers la carte CF Express. Donc c'est le seul truc, voilà, c'est un des trucs que je trouve dommage avec le fait d'avoir deux types de cartes différents, c'est que la flexibilité ne sera pas au rendez-vous, dans le sens où si vous voulez enregistrer sur les deux cartes, il y a plein déjà de types de fichiers ou de mégabits par seconde qui ne sont pas accessibles, et donc des fois ils vont dire vous pouvez le faire, vous pouvez pas le faire. Après, je sais pas comment ça se passe chez Canon, si vous allez commencer à enregistrer et la vidéo va cracher, ce que fait Fuji. Par contre, Sony vous dira tout de suite, c'est niette, vous n'y arriverez pas. Donc voilà, c'est à savoir, c'est quelque chose à savoir. Ce sera très très bien comme vidéo, mais il se peut que vous ayez un petit peu des fois des problèmes. Donc, si vous avez des problèmes, c'est forcément dû à l'adéquation avec les cartes que vous avez et surtout avec la SD. Voilà, pour que vous le sachiez. Donc, pourquoi l'euro? Pourquoi, on a du micro HDMI, ce qui n'est pas indiqué, bien évidemment, dans les spécifications, c'est que lorsqu'on regarde ce qu'on peut sortir de l'HDMI,
et ben on ne peut pas sortir le RAW 6K en 12 bits, donc ça veut dire qu'il est enregistré en interne, et ça veut dire qu'on a un micro HDMI, parce que le micro HDMI ne peut pas passer ce que peut le HDMI plein format. Par exemple, le A7S3 a le potentiel de faire du 16 bits, même si, enfin voilà, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Là, le 12 bits ne passera pas, parce que bah, voilà, il n'est pas dans les disponibles. Et c'est un petit peu dommage, ça vous obligera à avoir des grosses cartes CF Express type B, par exemple. Si on pouvait faire le RAW en externe, et comment dire ça permettrait de pouvoir utiliser l'Atomos pour faire du RAW et des choses dans le genre. Donc c'est un peu dommage de ce côté-là. Après, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que du coup, vous n'êtes pas obligé d'avoir tel enregistreur ou tel enregistreur. Vous pouvez enregistrer directement en interne votre 8K sans avoir à dire ah mais non mais j'ai par exemple moi j'ai le Blackmagic, je pourrais pas faire du du RAW ProRes, voilà tout simplement. Mais voilà, c'est quand même dommage d'avoir dans un appareil photo de cette gamme-là un micro HDMI. Donc je vais arrêter là-dessus. On a le CMOS AF2, donc comme en photo, mais en vidéo, je trouve qu'il marche pas si bien que ça. J'espère qu'il a été amélioré avec le R3. Les gens s'en plaignent pas, mais je trouve que c'est beaucoup moins efficace quand même que ce que peut faire Sony. Et dans des mauvaises conditions de luminosité à ouverture modérée, des fois ça patine quand même vachement plus que un Sony. C'est quelque chose à savoir, mais si vous êtes tout le temps en pleine ouverture, il n'y aura aucun problème. L'appareil photo gère en général très bien, surtout avec les grandes ouvertures ou avec les téléobjectifs. Et voilà ce dont j'avais à peu près à dire. Il y a quelques petites choses, voilà, enfin... Il est résistant à la pluie, si vous en doutiez. On a, on a le Orientation Sense. Ah non, il y a un truc que j'avais pas dit, c'est que en plus du joystick, on va avoir sur l'iPhone comment dire ça, un espèce de mini touchpad. Donc ce qui peut être intéressant. Après, il y en a qui l'aiment pas, il y en a qui l'aiment. Ça veut dire que sur l'iPhone, vous pouvez à la fois faire l'autofocus et changer le collimateur de place, ce qui peut être intéressant. Ouais, donc là, on a nos petites choses qui sont décrites un peu, comment dire, à chaque endroit. Je sais pas pourquoi je dis ça. Voilà, on a bien CF Express type B et notre SD direct après. Enfin, pourquoi SD direct SD UHS2, pardon. Et donc, comme le R5 et le R6, il peut opérer jusqu'à 85% d'humidité. C'est pour ça qu'un appareil photo tropicalisé, ça ne se laisse jamais sous la pluie très longtemps, ou il faut l'essuyer de temps en temps, parce que ça va finir par rentrer quand même de toute façon. Donc voilà, ce que j'explique souvent en disant que le R6 est en fibre de verre, pardon, on va aller dessus, fibre de verre, c'est que voilà, ici on est en magnésium et certaines parties comme le capot au-dessus, parce que pour faire passer le Bluetooth ou le Wi-Fi, il faut avoir une partie en plastique, sinon ça ne passera pas. Et c'est du polycarbonate, c'est de la fibre de verre au polycarbonate, en gros. Et donc là, on a tous nos petits points où, voilà. Si vous n'êtes pas attentif, vous regardez juste au fond et vous allez voir tout ce que l'appareil photo ne peut pas faire au final. Voilà. Donc par exemple, les 8 stops de stabilisation, c'est basé sur le 24-105 à 105. Parce que ce qu'il faut savoir sur une stab, c'est qu'elle est plus efficace autour des 70-100 mm que au-delà. Moi par exemple, le 200-600 sur le Sony qui me filme ici, la stab est beaucoup plus efficace à 200 qu'à 600, ce qui est assez bizarre. Hein. Quand je filme de loin, à 200 ça passe, puis des fois il y a beaucoup plus de défauts dans la stab. Après, tac, voilà. Ce que j'ai pas indiqué, c'est que on a, voilà, j'étais un peu passé dessus vite fait, on a une sensibilité AF qui va jusqu'à EV-7, sauf que comme expliqué ici, c'est avec un objectif 1.2. Et pourquoi c'est important? Parce que par exemple, lorsque vous comparez ça à un Sony, vous pourrez dire c'est beaucoup mieux que par exemple un A7S3. Et c'est pas vrai, parce que les Sony, comme les Nikon, sont testés avec des objectifs ouverts à f2. Donc voilà, eux, ils sont juste dit,
on va prendre l'optique la plus ouverte et ce sera ça. Et il vous indique bien que ici c'est pas avec le défocus smoothing, parce que si vous ne le savez pas, ça enlève de la luminosité, le traitement enlève de la luminosité à l'optique. Donc vous aurez bien l'effet d'avoir un 2, mais vous n'aurez pas comment dire ça, de T-stop ou la lumière vraiment qui arrive au capteur qui est de 1,2. Voilà. Donc ça doit sûrement se référer à la rafale avec la CF Express, parce que, comme je vous l'ai dit, la SD n'arrivera jamais à comment dire ça, faire ça correctement, comment soutenir la rafale correctement. Le 7 nous indique que la 4K UHD est à 94% horizontale. Coverage, c'est quoi? C'est l'autofocus, qu'est-ce que c'est? Enfin, bref. 4K. Ah non, de l'image. Ok, d'accord. 4K UHD, donc il doit y avoir un crop dû au... c'est bizarre parce que normalement l'oversampling il est censé être complet. Bon, bref. Donc voilà. C'est fini pour les spécifications. Donc moi ce que j'en pense de cet appareil photo, c'est qu'il sera vraiment très très bien, ce Canon EOS R3. Ne commencez pas à le bâcher parce qu'il a que 24 millions de pixels. 24 millions de pixels, c'est très bien pour ce que c'est censé faire. On a un appareil photo qui, comme je l'ai dit, sera stable à la fois pour faire de la photo et de la vidéo. C'est ce que Canon avait besoin, je pense, aujourd'hui. Il y a plein de gens qui vont dire oh, le Z9 sera bien mieux que le Canon EOS R3. On n'en sait rien. Et moi, je pense que l'autofocus sera pas aussi bon que ce que fait le Canon EOS R3 ou que n'importe quel Sony, hein, c'est évident. Donc voilà. Après, si vous êtes juste un photographe, peut-être que ça vous déplaira, et peut-être que vous voyez de loin le Sony A1, vous dites c'est bien plus défini et ça peut aller plus vite à cause de ces problèmes de deux cartes différentes pour le R3. Mais Canon a bien dit que la cible visée était le A9 II et de ce côté-là, il se compare plutôt bien. Voilà, je ne vais pas avoir grand chose de plus à dire. Moi, j'ai dit tout ce que j'avais à dire vis-à-vis des spécifications qui sont vraiment totalement honnêtes pour un appareil photo qui, je le rappelle, sort à 6 000 €, ce qui n'est pas tant que ça pour un appareil photo professionnel, entre guillemets. Et donc voilà, moi je vais vous laisser là-dessus. Si vous êtes resté jusque-là, c'est une vidéo très longue. J'en suis désolé. Mais voilà, je vais vous dire salut et à bientôt dans le Champ Noir pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas aussi à aller sur mon Instagram. Je ne fais jamais de promotion de mon Instagram. Il est souvent en description. Si vous voulez voir les photos que je fais, c'est là qu'il va falloir aller. Et donc je le remplis de plus en plus, donc ça peut être intéressant. Et si vous voulez m'envoyer des messages, ça peut être des fois un peu plus facile sur Instagram que sur YouTube, qui m'indique pas forcément quand j'ai des messages de gens. Donc voilà, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que ça n'aura pas été trop ennuyeux. Et donc voilà, je vous dis salut et à bientôt dans la chambre noire de Goupil.